Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition de ce vendredi 7 janvier. La violence n'a jamais donné de résultat. Première réaction aux émeutes qui secouent l'Algérie. Les violences ont repris ce soir dans la capitale. Les manifestants protestent contre la hausse des prix des produits de première nécessité. Le pavé dans la mare de Christian Jacob, le patron des députés UMP, remet en cause l'embauche à vie des fonctionnaires. Tollé dans les syndicats et au Parti socialiste, ce sera le débat de notre édition. Nicolas Sarkozy, ce matin, devant les autorités religieuses, à propos du drame des chrétiens d'Orient, le chef de l'État dénonce un plan d'épuration religieuse et met en garde contre tout amalgame visant à confondre islam et fanatisme religieux. Je vous le disais, la trêve relative a été toute relative en Algérie. Elle a été de courte durée. Les manifestations, en effet, ont repris cet après-midi dans la capitale Alger et de violents affrontements ont également été signalés à Annaba, une province de l'est du pays. Hier, on évoquait déjà une centaine de blessés. La hausse des prix de certaines denrées de première nécessité est à l'origine de ces troubles qui illustrent également l'ampleur du malaise social dans les pays du Maghreb. Flora Sauvage. Du sucre, de l'huile ou encore de la farine qui s'achète à prix d'or, il n'en a pas fallu plus pour que la jeunesse algérienne descende dans la rue à Alger, Oran et plusieurs autres villes du pays. Depuis mercredi, des échauffourées qui opposent les jeunes aux forces de l'ordre expriment un profond malaise. Nous n'acceptons pas ce gouvernement car il nous fait souffrir. Nous souffrons depuis 10 ans et rien ne changera dans 10 ans. La vie chère, le chômage dans un pays riche en pétrole et en gaz, la hausse subite du prix des produits de première nécessité a fait boule de neige. La seule solution pour nous, c'est d'aller vers l'Europe, qu'ils nous laissent partir. Aujourd'hui, les jeunes en Algérie n'ont pas le choix. C'est soit la prison, soit l'exil. Le gouvernement nous humilie. Il augmente les prix du sucre, de l'électricité, de l'eau courante et les prix des loyers. Mais où ils vont là? Nous, on est pauvres. Cet après-midi à Alger, dans le quartier populaire de Bellecour, des groupes de jeunes ont affronté des policiers lourdement armés. Les moins de 30 ans représentent 75% des 35 millions d'Algériens. 20% d'entre eux sont au chômage. Voilà, sachez aussi qu'un conseil interministériel aura lieu demain à Alger pour tenter de juguler ces dossiers d'hausse des prix et également juguler ces flambées de violence. En France, c'est hier soir qu'avaient lieu les cérémonies de Noël pour la communauté chrétienne copte. Ce fut le cas dans la paroisse de Châtenay-Malabry en région parisienne en présence du ministre de l'Intérieur et ministre chargé des cultes, Brice Hortefeux. Ce matin, à l'occasion des vœux aux autorités religieuses, les communautés chrétiennes d'Orient, encore sur le coup d'une série d'attentats, n'ont pas été oubliées par Nicolas Sarkozy. Leurs victimes, a-t-il dit, sont nos martyrs de la liberté de conscience. On écoute. Il faut y prendre garde. Nous ne pouvons pas non plus admettre et donc faciliter ce qui ressemble de plus en plus, j'emploie un mot fort, à un plan particulièrement pervers d'épuration du Moyen-Orient, d'épuration religieuse. En Irak comme en Égypte, les chrétiens d'Orient sont chez eux et ils le sont pour la plupart depuis 2000 ans. Voilà Nicolas Sarkozy qui a par ailleurs mis en garde contre toute forme d'amalgame entre islam et, je cite, la face hideuse de ces fous de Dieu qui tuent chrétiens, juifs, sunnites et chiites. Viktor Orban met un peu d'eau dans son vin. Le Premier ministre hongrois, désormais à la tête pour 6 mois de l'Union européenne, se dit prêt à revoir sa loi très controversée sur la presse. Il ne s'agit pas, a-t-il dit, que ces dispositions controversées n'alourdissent l'actuelle présidence hongroise à la tête donc de l'Union européenne. En France, c'est un ancien ministre de la fonction publique qui le dit, Christian Jacob, aujourd'hui patron, vous le savez, des députés UMP à l'Assemblée nationale. Il s'interroge sur la pertinence de l'embauche à vie des fonctionnaires. Et il plaide également en faveur de passerelles plus nombreuses entre secteur public et privé, des passerelles qui existent déjà. Jérôme Rabier est allé à la rencontre d'une infirmière, Bernadette Hérault. Public, privé, elle a déjà franchi le pas. Regardez.
Après 25 ans dans la fonction publique, Bernadette s'est installée à son compte comme infirmière libérale. Un choix très assumé. J'avais envie de changement parce que l'établissement où j'étais responsable d'établissement partait dans un sens qui ne me correspondait plus. Le travail et j'avais envie de changement et j'avais toujours rêvé de faire du libéral. Partir du secteur public, c'est aussi abandonner de sérieux avantages. Un fonctionnaire, eh bien, il a la sécurité de l'emploi, il a la sécurité de sa paye à la fin de chaque mois. Il a ses vacances, s'il est malade, il est payé. Un libéral, si demain je me casse la jambe, je n'ai rien. Son nouveau quotidien, c'est donc les soins à domicile. Beaucoup de patients sont des habitués. C'est moi, c'est Bernadette. Un vrai changement dans la relation qu'elle entretient avec eux. Donc la prise en charge de madame est à la fois globale dans son pansement, mais c'est aussi son état général, sa stabilité de sa maladie. Quelqu'un que l'on voit tous les jours, on ne peut que créer une intimité avec lui. On rentre dans son domicile, on rentre dans sa vie. Entre ma fonction de libéral et ma fonction de fonctionnaire, c'est totalement différent. Je vais aller plus dans le sens du malade quand je suis une libérale. Quand je suis une fonctionnaire, c'est comme ça. Les horaires, c'est comme ça. Bien, au revoir, à lundi. Et demain, c'est Marina. C'est Marina. Un passage du public au privé qui a changé la façon de travailler de Bernadette. Presque un changement de vie. Alors, ces emplois à vie pour les fonctionnaires dénoncés par Christian Jacob. On y revient tout de suite avec nos invités sur ce plateau. Je vous présente Jean-Marc Canon. Vous êtes secrétaire général de l'ensemble des fédérations de fonctionnaires de la CGT. En face de vous, Pascal Salin, économiste. À l'époque, on disait les nouveaux économistes, n'est-ce pas, les économistes libéraux. Et vous enseignez, vous êtes professeur à l'université de Paris-Dauphine. Alors, ce pavé dans la mare de Christian Jacob, aujourd'hui, qui fait beaucoup de bruit, qui remet en cause, dans une interview mensuelle, Acteur Public, l'embauche à vie des fonctionnaires. Cette question, messieurs, est-elle aujourd'hui légitime, Jean-Marc Canon? Légitime, je ne sais pas. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi y a-t-il un statut des fonctionnaires depuis un peu plus de 60 ans? Il n'a pas été mis en place comme ça, pour rien. Et donc, il faut s'interroger, la stabilité de l'emploi, la garantie de l'emploi, parce qu'on parle de l'emploi à vie, il faut pas... La garantie de l'emploi est avant tout, de mon point de vue, en tout cas du point de vue de la CGT, une garantie citoyenne. Ça permet d'avoir des agents qui exercent leur mission publique sans crainte d'avoir des pressions, de subir telle ou telle foudre politique et de garantir l'intérêt général dans un exercice neutre. Ça, c'est le premier point. Le Garantie deuxième... de l'indépendance également de cette profession. Il faut que les agents puissent être neutres et puissent avoir les moyens éventuellement de résister à des dérives. Il y a suffisamment d'affaires en ce moment qui démontrent l'intérêt d'avoir cette garantie-là, qui est avant tout donc une garantie citoyenne. Deuxièmement, je m'interroge sur ce que dit M. Jacob, qui a été pourtant ministre de la fonction publique, de deux choses l'une. Soit il s'agit de dire que les fonctionnaires doivent pouvoir avoir des rebonds dans leur carrière, dans leur parcours professionnel, y compris aller dans le privé. Si c'est cela, la CGT y est évidemment favorable. Mais les dispositifs existent déjà. D'ailleurs, l'interview de la dame que vous avez montrée montre qu'elle a fait le choix d'aller dans le libéral. Il y a des positions des fonctionnaires qui existent depuis 1946 et qui le permettent. Autre chose est de dire, faut-il accroître le nombre de non-titulaires dans la fonction publique et donc de précaires? Je me borne juste à une chose. Aujourd'hui, il y a, chiffre officiel, 17% de CDD dans la fonction publique. C'est-à-dire plus 13% dans le privé. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Et on ouvre mardi une négociation à l'initiative de la fonction publique et de M. le Président de la République sur il faut déprécariser dans la fonction publique, il y a trop d'abus. C'est quand même très paradoxal. Pascal Salin. Alors, pour ma part, je me félicite de la position prise par Christian Jacob. C'est une position courageuse, réaliste, je crois, parce qu'il y a tout de même une justification très importante au fait de poser la question, à savoir que lorsqu'on a un emploi à vie, après par exemple un concours qu'on a passé, il y a le risque, je ne dis pas qu'il est toujours en cours, mais il y a le risque que les personnes en question soient déresponsabilisées. Elles savent que quoi qu'elles fassent, quelle que soit la manière dont elles font leur travail, eh bien, elles ont un emploi qui est garanti. Et alors, il y a un autre aspect du problème aussi qui me paraît grave, à savoir que, bien entendu, il y a dans la fonction publique un grand nombre de gens qui font leur travail d'une manière tout à fait satisfaisante, mais ils sont frustrés s'ils voient à côté d'eux des gens qui sont irresponsables, mais qui ont finalement le même statut qu'eux. Le recrutement dans la fonction publique se fait à partir d'un concours qui juge des capacités, mais très particulière, très spécifique par rapport à toute la complexité de ce qu'est la nature humaine. Et il me paraît important de pouvoir, par conséquent, faire varier les modes de recrutement. Alors Jean-Marc Canon, sur cet aspect de déresponsabilisation des agents de la fonction publique dans le temps, qu'est-ce que vous répondez à Pascal Salin sur ce point? Moi, je note d'abord qu'au devoir livré, il faut voir aussi le bon grain.
et les enquêtes d'opinion montrent que très souvent, les citoyens ont une image positive de leur service public et de leurs agents globalement. Alors on peut évidemment mettre la focale sur la partie des agents qui, pour telle ou telle raison, qui n'est pas simplement de la déresponsabilisation, a des difficultés à remplir ses missions. Mais si c'est ça, la CGT, elle est claire. Il faut se donner les moyens de juger les fonctionnaires sur la façon dont ils remplissent leur mission. C'est tout à fait normal, mais c'est tout à fait autre chose que se propose M. Jacob. M. Jacob, il propose de passer à de la précarité, là où il y en a déjà, encore une fois, je le signale, on ne le sait pas suffisamment, plus que dans le secteur privé. Pour la CGT, ce qu'il convient aujourd'hui, dans le public comme dans le privé, c'est plutôt de se soucier d'assurer la stabilité de l'emploi pour chacun des salariés en France. Estimez-vous cependant que cette question peut être posée de l'emploi garanti à vie au moment où la crise rend de plus en plus précaire bon nombre d'emplois privés cette fois? Mais ça voudrait dire qu'alors, si on va dans l'Afrique subsaharienne où il y a encore plus de précarité, il faudrait se soucier et donc la réponse serait d'encore plus précariser. Non, nous, on dit à la CGT qu'il y a effectivement des sujets, la crise est là, etc. Mais si les réponses c'est de tout niveler par le bas, ce n'est effectivement pas un choix de la CGT, ça c'est sûr. Pascal Salin, oui. Pour ma part, j'utiliserai un autre terme que le terme de précarité, je parlerai de changement. Nous sommes à une époque où les changements sont rapides, où les gens voyagent, où ils peuvent travailler dans d'autres pays, etc. Et le fait d'avoir un emploi à vie est quelque chose de tout à fait étonnant dans cette atmosphère. Et je crois d'ailleurs qu'il serait peut-être bon, bien souvent, quand on parle des modes de comportement du secteur public, de voir ce qui se fait dans le secteur privé. Parce que le secteur privé, il expérimente des modes de fonctionnement. Et c'est ça le grand mérite du secteur privé. Et il se trouve que, précisément dans le secteur privé, on a considéré que la meilleure solution, c'était certainement pas l'emploi à vie avec un recrutement par concours. Parce qu'une fois de plus, ce qui est important dans les relations de travail, c'est la capacité des êtres humains à travailler ensemble. Et je ne veux pas du tout faire porter des responsabilités aux uns ou aux autres. Mais si ceci n'existe pas, si certains ne sont pas capables de travailler ensemble, pourquoi maintenir quelqu'un dans un emploi? Ça dépend certainement de la qualité de son travail, mais même finalement, à plus long terme, de son propre bien-être, car on crée des tensions. Donc la diversité des modes de sélection que l'on trouve dans le privé, c'est quelque chose qu'il serait absolument nécessaire d'introduire dans la fonction publique. Plus de passerelles également entre le privé et le public, bien que ces passerelles existent déjà, vous le soulignez à l'instant. Jean-Marc Canon, Georges Tron, le ministre de la fonction publique avec lequel vous allez discuter, débattre dans les jours à venir, a dit cet après-midi qu'il était très attaché au statut des fonctionnaires publics. Ce sont des propos qui vous rassurent, puisque dans ces statuts est inscrit cette garantie de l'emploi. Oui, ça nous rassure, parce qu'effectivement, mais ça nous rassure pas simplement pour nous, encore une fois, ça nous rassure pour le citoyen. Moi, j'observe encore une fois deux choses qui me semblent devoir. Un, le concours. On stipendie le concours. Mais enfin, c'est quand même un mode qui assure l'égalité d'accès citoyen à la fonction publique. Le contrat ne l'est pas. On a eu un certain nombre de dérives. Donc, premier point. Deuxième point, je continue à dire, on ne me répond pas sur ce point, il y a un certain nombre d'affaires, lorsqu'on a un contrat à durée déterminée dans le public comme dans le privé, on n'est plus en but à d'éventuelles pressions de son chef de service dans le public, dans son employeur dans le privé. Dans le public, le danger quand même, c'est que les missions d'intérêt général soient du coup mises à mal par la pression qu'on peut exercer sur l'agent qui a à remplir ses missions. Alors messieurs, je vous suggère de regarder la question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.fr. Faut-il supprimer l'emploi à vie des fonctionnaires? Eh bien, vous êtes 64%, n'est-ce pas, à répondre non à cette question. Une minorité à 32%, vous répondent positivement à cette question de l'éventuelle suppression de cette garantie de travail pour les fonctionnaires. C'est pas parce qu'on n'est pas dans la majorité qu'on a tort. Merci en tout cas de vos réflexions sur ce dossier. Politique toujours, le Parti communiste dresse aujourd'hui le profil du futur candidat du Front de gauche à la présidentielle et un contour qui ressemble furieusement à Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti de gauche, aux militants maintenant de se déterminer désormais dans le cadre de la consultation interne que la direction du Parti communiste a mise en œuvre et en place dès aujourd'hui. On connaissait sa voix, on connaissait ses idées, des idées d'ailleurs souvent à contre-courant. On connaissait également ses colères, parfois légendaires. Il y a un an, disparaissait ce pilier de la République, pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est toute la classe politique qui rendait hommage à Philippe Séguin, qui fut tour à tour, vous le savez, maire, plusieurs fois ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la Cour des comptes. Aurélien Romano.
Le bon vivant Séguin aurait sûrement dit « assez, n'en faites pas trop ». Dans un esprit œcuménique, la classe politique était réunie dans les salons de l'Assemblée nationale pour lui rendre un hommage. Une commémoration pleine de souvenirs, d'anecdotes et de belles photographies comme celle-ci, où Philippe Séguin est entouré en 1998 à un congrès du RPR de Nicolas Sarkozy, Charles Pasqua et François Fillon. Le Premier ministre est venu clore cette journée par un discours de politique générale ponctué de références à son mentor. Que reste-t-il du personnage? Son opposition à Maastricht pour certains. Les questions que Philippe Séguin posait à la droite, à la France, mais d'abord à la droite, un peu comme les questions que posait Chevènement à la gauche et à la France sur la construction européenne, ce sont de vraies questions. Robert Badinter est venu saluer la mémoire d'un vieil ami, pourtant opposant politique, sur un point précis. Je tenais absolument à évoquer la très grande contribution qui a été la sienne à l'abolition de la peine de mort. Indissociable des Vosges et d'Épinal, comme en témoigne la couverture médiatique, Philippe Séguin aurait pu peser en 2012 si on en croit un de ses amis de 20 ans. Son message, sa présence manque. Bien sûr, ils manqueront en 2012, naturellement. Une famille politique unie, notamment côté UMP, des photographies et de la nostalgie. Voilà ce qui restera peut-être de cette journée. Voilà la nostalgie française. Bonsoir Stéphane Rosès, politologue, président de CAP. Alors on l'a vu, des colloques, des commémorations pour ces hommages à Philippe Séguin. On pourra ajouter d'ailleurs ces hommages qui seront rendus demain à Jarnac devant la tombe de François Mitterrand pour le 15e anniversaire de sa mort. Finalement, qu'est-ce que ces commémorations nous enseignent, j'allais dire, sur l'état général de la société française aujourd'hui? Les Français vont souvent chercher dans le passé ce qui leur manque dans le présent. Or, on l'a vu cette semaine, un sondage international de BVA montre que les Français sont les plus pessimistes du monde. Pourquoi? Non pas que leur situation soit plus dégradée, mais ils n'arrivent pas à se projeter dans un avenir commun. Or, c'est dans notre pays traditionnellement le politique qui est chargé de porter ça. Et de faire rêver ce peuple. Et de faire rêver. Et les figures de Philippe Séguin, de François Mitterrand qu'ont-elles en commun? Le fait d'abord que l'un et l'autre aient toujours mis la politique au-dessus de leur personne, ce qui fait que leur popularité débordait leur camp. La seconde, c'est qu'ils ont été en mesure de construire un récit pour le pays. Le récit, c'est le passé, le présent, l'avenir. Pour François Mitterrand, sa fameuse phrase « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». Pour Philippe Séguin, plus l'incarnation de la nation autour de l'idée d'une Europe des nations. Donc voilà ce qui explique que les Français sont en deuil de ces deux personnalités. C'est évidemment un message porté aujourd'hui au personnel politique et au président de la République. Alors plus généralement, Stéphane, qu'est-ce que ces commémorations, ces hommages nous disent dans cette perspective de cette fameuse présidentielle de 2012? D'ailleurs, cet après-midi, on a noté que François Fillon, le Premier ministre, à l'occasion de cet hommage rendu à son mentor, Philippe Séguin, a essayé de rapprocher sa politique et, j'allais dire, les idéaux de l'ancien président de la Cour des comptes. Oui, en fait, il manque un personnage, c'est le président de la République. Ce que les Français vont investir dans le futur président de la République, c'est d'abord une incarnation. Et dans la période actuelle, l'incarnation, c'est la question de la nation. Après le non au référendum, nous sommes revenus à une représentation d'une incarnation de la nation, et non pas seulement de l'expertise. La seconde, c'est que, cela, c'est l'exemple de François Mitterrand. Un président de la République doit porter la dimension spirituelle, symbolique de sa personne au-dessus de lui-même. Et le troisième élément, c'est ce qui reste de positif pour les Français concernant Nicolas Sarkozy. Pour tout le reste, il y a une dégradation du rapport au pays. C'est quand même l'idée de réforme. C'est-à-dire qu'on attend du futur président qu'à la fois il incarne, qu'il porte une symbolique présidentielle, qu'il ne rabaisse pas la fonction à des questions triviales, et la troisième, que ces conditions étant remplies, ils sont en situation de mettre le pays en mouvement pour le réformer. Merci beaucoup Stéphane Rosès pour vos éclairages. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je me tourne vers vous, Delphine Girard, pour nous commenter tout au cours de cette saison l'actualité parlementaire et plus singulièrement l'actualité parlementaire sénatoriale. Alors la semaine prochaine, c'est la grande rentrée à l'Assemblée comme au Sénat. D'ailleurs, les hémicycles vont à nouveau se remplir et espérons que les vacances de cet hiver, de Noël, auront été, j'allais dire, bonnes et positives pour nos parlementaires qui auront beaucoup de travail puisque le calendrier, il est roboratif pour les semaines à venir. Oui, sécurité et immigration, Pierre-Henri, ça sonne comme des thèmes de campagne. Et
c'est ce sur quoi les sénateurs vont devoir se pencher en ce début d'année. Dès le 18 janvier, c'est le projet de loi LOPSI 2, la loi pour la programmation et la performance de la sécurité intérieure qui revient au Sénat. Et 2 semaines après, c'est le projet de loi très controversé sur l'immigration, l'intégration et la nationalité qui arrive en séance. Alors on le sait, hein, ces 2 textes sont très loin de faire l'unanimité au sein même de la majorité. On sait déjà que les sénateurs centristes en particulier sont déjà vent debout contre certaines de ces dispositions. Oui, vous avez raison, car ce sont 2 sujets particulièrement sensibles et les tensions ne sont pas retombées. Les centristes qui étaient très réservés donc, sur la LOPSI 2 en première lecture et qui finalement avaient voté ce texte après l'obtention de certains assouplissements, notamment sur les peines planchers. Vous savez, le gouvernement voulait les étendre aux violences aggravées. Eh bien, ils avaient finalement donc voté ce texte, les centristes, mais comme à l'Assemblée nationale, les députés sont revenus sur une version proche de celle voulue par le gouvernement, eh bien, aux mêmes causes, les mêmes effets. Hervé Maurey nous redisait cet après-midi, sénateur centriste de l'heure, que le gouvernement allait connaître des difficultés à nouveau sur ces textes et qu'il faudrait une fois de plus compter avec les voix centristes. Et puis un autre thème, donc celui de l'immigration. Le rapporteur UMP François-Noël Buffet espère une approche unitaire de son groupe, mais il sait qu'il y aura des dispositions sur lesquelles il faudra revenir, notamment la déchéance de la nationalité. C'est un sujet particulièrement sensible. Alors on parle également beaucoup de la dépendance. Des groupes de travail sont mis en place pour travailler le futur texte. Est-ce qu'on peut espérer voir arriver au Sénat, à l'Assemblée, au Parlement, un texte sur le financement de la dépendance ? Alors on ne sait pas encore le calendrier précis, Pierre-Henri. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un thème cher au président du Sénat, Gérard Larcher. Il organise dès le 15 février un débat sur la prise en charge de la dépendance. Quoi qu'il en soit de tous ces thèmes, le président Larcher promet des débats difficiles, âpres, avec des votes extrêmement serrés. En cette année, vous le savez, Pierre-Henri, d'élections sénatoriales. Bien sûr, élection sénatoriale, faut-il le rappeler, ça sera en septembre prochain. Merci beaucoup Delphine, on se retrouve la semaine prochaine. Sachez encore que c'est à Charles Beigbeder que devrait échoir la visiblement très lourde tâche de porter la candidature d'Annecy pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2018, une tâche délicate pour laquelle Jean-Louis Borloo avait été sollicité. Retour tout de suite sur l'un des moments forts de cette journée, les vœux du président de la République Nicolas Sarkozy aux autorités religieuses, des propos sur la laïcité et les religions qui n'ont pas manqué de faire réagir certains des participants à cette cérémonie. On les écoute. Écoutez, nous remercions beaucoup le président de la République de son soutien pour l'Église copte et surtout son protection pour toutes les coptes chrétiens en France et en Égypte également. L'espace public, c'est l'espace public. Il faut que tout le monde comprenne que c'est un défi à toutes les religions. Il n'y a pas une religion qui doit faire exception sur les territoires publics qui appartient à la République, qui appartient à tout le monde. Ce n'est pas l'objectif, ni dans le Coran, ni dans la pratique de l'islam, d'aller courir dans les caniveaux ou les rues empestées. Notre désir est de prier dans des lieux dignes, dans des lieux propres, et certainement pas sur la place publique. Voilà, c'était Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, à la sortie de ses vœux du président de la République aux autorités religieuses. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, d'être avec nous ce soir. Vous avez écouté attentivement, bien sûr, les propos du président de la République. Alors d'abord, sur les persécutions des chrétiens d'Orient, on le sait, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, en tout cas pour votre hebdomadaire. Un plan pervers